Bon, je recommence. Bonjour à tous. Merci à SS Globi pour l'organisation maintenant annuelle de cette journée de la thalassémie. Et donc, depuis 3 ans maintenant, et nous allons une nouvelle fois discuter de la thérapie génique dans les bêta-thalassémies majeures ou dépendantes des transfusions. Donc, on parle maintenant de thalassémie dépendante des transfusions, c'est-à-dire des thalassémies majeures qui vont nécessiter un régime transfusionnel systématique et au moins 8 séances transfusionnelles annuelles. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de la thérapie génique, je voudrais redonner quelques notions sur les bêta-thalassémies qui sont indispensables pour comprendre comment fonctionne la thérapie génique. Donc, nous disposons de plusieurs hémoglobines à l'état physiologique que nous allons utiliser tout au long de notre vie. Tout d'abord, il y a l'hémoglobine fœtale qui, comme son nom l'indique, est utilisée par le fœtus. C'est une hémoglobine qui fonctionne bien et qui est particulièrement avide pour l'oxygène puisqu'elle doit assurer la croissance fœtale qui est une croissance extrêmement importante. Elle est encore présente à 80% à la naissance et très rapidement, au cours des premiers mois de vie, elle va être remplacée par l'hémoglobine A. Et comme vous le voyez, l'hémoglobine A, elle est constituée de 2 chaînes alpha et de 2 chaînes bêta. Et lorsqu'on a une bêta-thalassémie, eh bien, on a un défaut partiel ou complet de fabrication de ces chaînes bêta-globines. Et donc, l'hémoglobine A ne va pas pouvoir apparaître et remplacer l'hémoglobine fœtale et va conduire à une anémie précoce et aussi une anémie sévère puisqu'elle va nécessiter un régime transfusionnel au long cours. Ces bêta-thalassémies, elles résultent de mutations. Alors, les mutations, c'est en fait un espèce de rouage défectueux dans la commande de la fabrication des différents constituants du corps. Et lorsqu'on a une mutation sur le gène bêta-globine, eh bien, on va avoir un défaut de production de cette chaîne bêta-globine. Alors, ce défaut, il est présent soit à l'état hétérozygote, on est alors un trait thalassémique ou une bêta-thalassémie hétérozygote ou encore une thalassémie mineure, soit il est présent à l'état homozygote, c'est-à-dire les 2 gènes dont nous disposons pour fabriquer l'hémoglobine sont tous les 2 mutés. Ces mutations, excusez-moi, elles sont au nombre de au moins 250, donc il y en a vraiment beaucoup. Le plus souvent, 90% des défauts génétiques dans les bêta-thalassémies sont des mutations, et donc plus de 250 mutations, et on retrouve ces mutations dans différentes zones géographiques, hein. Mais surtout, un point très important pour la thérapie génique, c'est qu'on distingue des mutations dites bêta-0. Alors à ce moment-là, ces mutations conduisent à l'absence totale de production de chaînes bêta-globine et donc d'hémoglobine A, ou alors ces mutations peuvent être bêta+. Il y a là simplement alors une baisse de synthèse des chaînes bêta-globine. Il faut aussi souligner que quand on a une mutation bêta+, eh bien, elle peut être plus ou moins plus, c'est-à-dire qu'elle peut autoriser une toute petite production ou alors une production plus confortable de chaînes bêta et donc d'hémoglobine A. Donc, de nombreuses mutations et une classification en bêta-0, bêta+. Alors, lorsqu'on prend maintenant tout ce qui s'est passé pour la thérapie génique, hein, donc on a commencé à l'évaluer dans les modèles animaux, les modèles murins chez les souris thalassémiques, de thalassémie intermédiaire et de thalassémie majeure. Et puis, grâce au progrès dans la connaissance du gène bêta, de la régulation de l'hémoglobine, aussi les progrès qu'on a fait dans le développement des vecteurs viraux qui servent à la thérapie génique, eh bien, le premier patient a été traité à Necker en 2007. Le premier patient thalassémique a reçu une thérapie génique par, on appelle ça addition de gènes, j'y reviendrai plus tard. On a fait de très nombreux progrès au cours des années qui ont suivi, à la fois pour recueillir les cellules souches hématopoïétiques. Ces cellules souches hématopoïétiques, on va les modifier génétiquement par thérapie génique pour les rendre fonctionnelles dans la fabrication
de l'hémoglobine et puis les réinjecter ensuite. Mais on a fait beaucoup de progrès pour en recueillir de grandes quantités. Et puis, il y a eu ensuite tout le développement des essais cliniques, en particulier les essais cliniques de Bluebird, les études HGB, 204, 205, et puis plus tard 207, 212. Parallèlement, il y a eu aussi, en particulier, une étude italienne de thérapie génique aussi, qui a été très importante. Et puis, à partir de 2018, sont intervenues encore d'autres études de thérapie génique qui font appel cette fois-ci à l'édition de gènes, qui est une autre technique de thérapie génique et sur laquelle on reviendra. En 2019, l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché européenne, a été obtenue pour l'antiglobine Zynteglo, donc le premier médicament de thérapie génique dans la thalassémie. Et puis, en 2019, était aussi rapporté le premier succès de thérapie génique par édition de gènes par CRISPR-Cas9. En 2020, plusieurs patients traités avec cette nouvelle technique de thérapie génique, et puis, pour les études par addition de gènes, eh bien, beaucoup d'informations sur les études HGB, conduites par Bluebird, avec des études à plus long terme, un plus grand nombre de patients traités, un point sur les enfants, un point sur les thalassémies bêta 0, bêta 0. Qu'est-ce qu'on va demander à la thérapie génique? Demander à la thérapie génique d'être efficace. Et sur quels critères va-t-on le juger? Eh bien, le critère le plus important, c'est l'obtention d'une indépendance transfusionnelle. C'est-à-dire que la thérapie génique est un traitement auquel on va demander l'obtention de cette indépendance transfusionnelle. On va aussi demander que l'anémie résiduelle soit la moins importante possible, puisque certes, il faut être transfusion indépendant, mais il faut aussi avoir un taux d'hémoglobine correct pour avoir une activité, une croissance normale. On va demander aussi finalement d'aller plus loin, c'est-à-dire d'aller jusqu'à l'arrêt des traitements chélateurs du fer et donc une maîtrise de la surcharge en fer acquise et le fait qu'il n'y ait pas besoin de redémarrer des traitements chélateurs au long cours par la suite. Et puis, on va demander aussi à la thérapie génique, vu la lourdeur de la thérapeutique, que ça soit un traitement unique pour toute la vie. Quels sont les objectifs côté toxicité, puisque donc on fait un traitement, on veut qu'il soit efficace, mais on veut également qu'il soit le moins toxique possible, qu'il ait le moins d'effets secondaires possible, et quelles sont finalement les complications qui peuvent être liées à la thérapie génique. Il peut y avoir quelques complications qui sont liées à la collection des cellules souches hématopoïétiques. Il peut y avoir des complications qui sont liées à la chimiothérapie qu'on va administrer avant l'injection du greffon de thérapie génique. Docteur Thuré, nous avons un problème technique. Pouvez-vous recadrer votre caméra de façon à ce que les personnes malentendantes puissent voir sur vos lèvres et lire… Ah oui, alors est-ce que là ça va? Excusez-moi, je vous remercie. Est-ce que là ça va? Vous êtes cadré, vous êtes formidable. Allez-y. Donc, au niveau de la toxicité, on disait donc les toxicités qui sont possibles liées à la thérapie génique, donc les toxicités liées à la chimiothérapie pré-greffe. Donc, la toxicité, elle peut être sur le foie, elle peut être sur le cœur. C'est une véritable procédure de greffe. Donc, il y a un moment où on ne fabrique plus du tout de globules et c'est ce qu'on appelle l'aplasie. Et donc, quand on ne fabrique plus de globules, on peut avoir des complications en particulier infectieuses. Et puis, cette chimiothérapie qu'on fait avant la greffe, elle peut aussi avoir une toxicité à plus long terme, en particulier sur la fertilité. Enfin, le troisième type de risque, ce sont les risques qui sont liés à la thérapie génique elle-même. Donc, le fait qu'on utilise des vecteurs viraux pour amener le gène normal de la bêta-globine dans les cellules souches hématopoïétiques. Et puis aussi, deuxième risque lié à la procédure de thérapie génique, eh bien, le risque dit oncogénique, c'est-à-dire qu'on va insérer, pas vraiment au hasard, mais dans plusieurs zones du génome, le gène bêta-globine normal, et cette insertion, il faut qu'elle ne perturbe pas le fonctionnement général des cellules. On demande aussi que ces effets toxiques ne soient pas observés
immédiatement, ni bien sûr au long cours, plusieurs années après la manœuvre de thérapie génique. Alors, les essais cliniques, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on a une centaine de patients thalassémiques qui ont été traités par thérapie génique au travers le monde dans différents essais cliniques. Et à l'opposé, il n'y a qu'un seul patient qui a reçu, en dehors des essais cliniques, une thérapie génique pour thalassémie à l'heure actuelle. Donc, toute notre connaissance et tout ce qu'on a appris vient des essais cliniques. Donc, il y a deux techniques de thérapie génique. La première qui a été utilisée, c'est ce qu'on appelle l'addition de gènes. C'est-à-dire qu'on a un gène bêta-globine défectueux, donc la manœuvre de thérapie génique va conduire à l'apport d'un gène bêta-globine fonctionnel. Alors, le gène lui-même, bien sûr, et puis toutes ces séquences régulatrices, puisque l'hémoglobine, il ne faut pas qu'elle soit exprimée ailleurs que dans la lignée des globules rouges, et il faut aussi qu'elle soit exprimée à un très haut niveau, parce que nous fabriquons beaucoup d'hémoglobine. Il faut ensuite, pour cette thérapie génique par addition de gènes, qu'il y ait un vecteur qui apporte ce gène à l'intérieur des cellules souches hématopoïétiques. Ce vecteur, c'est un vecteur lentiviral. C'est actuellement les vecteurs qu'on utilise pour tous les types de thérapie génique, et c'est un vecteur qui est efficace pour apporter dans les cellules souches hématopoïétiques des gros fragments d'ADN, donc particulièrement adaptés à la thérapie génique pour les patients thalassémiques. Quand on apporte un gène bêta normal, fonctionnel, eh bien, ça peut servir aussi bien aux patients thalassémiques qu'aux patients drépanocytaires. Ensuite, une fois que ces cellules vont être modifiées, on va les redonner aux patients et on aura fait avant de pratiquer cette infusion des propres cellules du patient génétiquement modifiées, on aura fait une chimiothérapie. Cette chimiothérapie, elle est nécessaire parce qu'il faut faire la place à ce greffon de cellules souches modifiées qu'on va apporter. Donc là, c'est une reprise de ce qui se passe pour une thérapie génique. Donc, les cellules souches hématopoïétiques, ces cellules qui sont capables de refabriquer les globules blancs, les plaquettes, les globules rouges, sont prélevées au patient. C'est en laboratoire que sont modifiées ces cellules souches hématopoïétiques et elles seront ensuite réinjectées au patient après qu'il ait reçu une chimiothérapie pour faire la place à ce greffon de cellules souches modifiées. Donc, on l'a dit, vraiment la quasi-totalité des patients traités ont été traités dans des essais cliniques. Et donc, on s'est adressé dans ces essais cliniques à des patients particuliers, donc des patients qui étaient transfusodépendants et qui étaient candidats à une greffe, c'est-à-dire qui auraient pu avoir une allogreffe s'ils avaient eu un donneur compatible. On s'est adressé aussi à des patients pour lesquels on connaissait bien la génétique de leur thalassémie, puisque on a vu qu'il y avait plusieurs types de mutations, des bêta-0, des non bêta-0, et c'est très important parce que les résultats, en tout cas des premières études, ont été influencés par le génotype, par les types de mutations, hein, en sachant tout simplement que si on fabrique déjà un petit peu d'hémoglobine anormale, eh bien, ça sera plus facile de vous rendre transfusion-indépendant avec la thérapie génique que si vous êtes bêta-0 et que vous ne fabriquez absolument pas du tout d'hémoglobine A. On s'est aussi adressé à des patients jeunes adultes et enfants, et puis des patients qui étaient bien soignés, c'est-à-dire qui étaient bien transfusés, qui avaient une surcharge en fer qui était peu importante, qui étaient bien suivis dans un centre de référence et qui n'avaient pas d'autres maladies associées à la thalassémie. Alors, quand on regarde les résultats, alors là, ce sont les résultats des études Bluebird, donc 204, 205, 207, 212. Les deux premières études 204, 205 sont terminées. Tous les patients ont été jusqu'à 2 ans, puisque cette étude les suivait pendant 2 ans. Et puis, les deux autres études 207, 212, elles sont terminées pour le recrutement, c'est-à-dire que tous les patients ont été traités, mais certains patients n'ont pas encore achevé les 2 ans de suivi dans l'étude. Au total, pour ces études Bluebird, 63 patients thalassémiques, dépendants des transfusions, ont reçu une thérapie génique. Et lorsqu'on regarde
les résultats par rapport aux critères de réussite, de succès du traitement, qui est ce qu'on appelle l'indépendance transfusionnelle. L'indépendance transfusionnelle, ça veut dire que on a maintenu un taux d'hémoglobine sans transfusion d'au moins 9 grammes pendant 12 mois consécutifs et que les choses vont continuer au-delà. Donc, c'est ça qu'on appelle l'indépendance transfusionnelle. Et vous voyez que dans ce tableau, eh bien, la majorité des patients ont acquis une indépendance transfusionnelle. Pour les 2 premières études, l'indépendance transfusionnelle était plus facilement atteinte pour les patients non bêta-0,0, ceux qui fabriquaient un petit peu d'hémoglobine A. Et puis, dans les études 207-212, qui sont les plus récentes, eh bien là, on a un taux d'indépendance transfusionnelle qui est autour de 85-90%. Donc, quand on compare les résultats des 2 premières études versus les 2 dernières, eh bien, on a eu une amélioration d'abord de la technique elle-même de transduction, c'est-à-dire le travail en laboratoire a été amélioré de façon à ce qu'il y ait davantage de cellules souches hématopoïétiques génétiquement modifiées et qu'il y ait plus de gènes fonctionnels apportés dans les cellules. Alors, cette amélioration de l'étape de transduction a conduit à une augmentation du pourcentage de patients qui pouvaient acquérir l'indépendance transfusionnelle. C'était à peu près 2/3 des patients dans les études 204-205 et dans les études 207-212, on est passé à 85-90%. On a aussi amélioré le taux d'hémoglobine produite par la thérapie génique, qui est passé en médiane de 6 grammes à 9 grammes dans les études 216-212. Et puis, de ce fait, on avait aussi une amélioration du taux d'hémoglobine total. Et on a montré aussi que on améliorait la maturation des globules rouges dans la moelle osseuse. Pour ce qui concerne les enfants, donc l'analyse en 2020, 24 enfants avaient été traités dans les études. Ces enfants se comportaient comme les adultes, c'est-à-dire qu'il y avait, en termes d'efficacité et de toxicité, des profils tout à fait comparables. On avait un taux de succès qui était identique chez les enfants et chez les adultes. Et sur le profil de tolérance, pas de choses particulières pour les enfants. L'autre catégorie de patients pour lesquels on posait aussi la question de l'efficacité, c'était donc les patients qui étaient bêta-0, bêta-0, donc qui ne fabriquent pas du tout d'hémoglobine A. Alors ces patients, ils ont été traités dans l'étude 212 et les résultats préliminaires de l'étude 212 montrent pareillement qu'on est à peu près à 85% de succès. Donc, le fait de pouvoir fabriquer plus d'hémoglobine thérapeutique fait que les patients bêta-0, bêta-0, en tout cas sur ces résultats préliminaires, semblent pour la plupart également sevrés des transfusions. Quels sont les effets indésirables qui ont été observés lors de ces études? On l'a dit, la toxicité liée à la chimiothérapie qu'on fait avant la greffe. Donc, c'est le busulfan, c'est un médicament de chimiothérapie, donc ça fait baisser les globules, ça donne des mucites, ça peut donner de la fièvre et une toxicité hépatique. Et est-ce qu'on a observé chez les patients thalassémiques des effets secondaires sévères liés à la manœuvre de thérapie génique elle-même? Eh bien non, il n'y a pas eu d'échec de prise, il n'y a pas eu de problème avec les virus utilisés et il n'y a pas eu de leucémie secondaire ou de dysfonctionnement, pas d'oncogénèse insertionnelle. Que se passe-t-il à long terme? Tous ces patients qui ont été traités, après 2 ans, ils sont inclus dans une étude de long terme qui va aller de 2 ans à 15 ans. Et ce qu'on a montré à l'heure actuelle sur ces études de long terme, c'est que l'efficacité se maintient, c'est-à-dire les patients qui ont obtenu cette indépendance transfusionnelle, eh bien la maintiennent au long cours avec des résultats identiques à 4-5 ans et avec ce délai aussi pas particulièrement, pas de nouveaux effets secondaires ni de
sur le plan de la sécurité de la manœuvre. Donc, 44 patients étaient inclus en novembre 2020 dans cette étude de long terme et elle va continuer à fonctionner et nous donnera des informations à chaque fois, à 10 ans, etc., dans le futur. Alors là, c'est simplement pour dire qu'à côté des études Bluebird, il y a d'autres études qui ont été faites par addition de gènes chez les patients thalassémiques. Donc, en particulier une étude italienne qui a montré que les enfants on avait beaucoup plus de succès chez les enfants que chez les adultes. Et puis une autre étude qui a été conduite à New York au tout début et qui était intéressante parce que on s'était dit essayons de baisser la chimiothérapie avec des doses moins fortes. Et en fait, on s'est aperçu que si on baissait la chimiothérapie, on n'arrivait pas à avoir un bénéfice et qu'il fallait faire vraiment un gros traitement pour faire la place au greffon de cellules souches modifiées qu'on allait apporter. Donc, l'AMM européenne conditionnelle, c'est souligné parce que ce sont pour ces nouveaux médicaments qui sont ce qu'on appelle les thérapeutiques innovantes, ce sont des AMM dites conditionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont régulièrement réévaluées au vu des nouveaux rapports qui sont faits avec l'analyse des études. Donc, Zynteglo, patient bêta-thalassémique dépendant des transfusions, elle s'adresse à ce type de patient âgé de plus de 12 ans, porteur de mutation non bêta-0, bêta-0, puisque c'est chez ces patients que les premières études où les premières études ont montré une efficacité et un sevrage transfusionnel pour la grande majorité d'entre eux. Les patients doivent être éligibles à une greffe de cellules souches hématopoïétiques puisqu'il y a cette grosse chimiothérapie et qu'il faut quand même pouvoir la supporter. Ce sont bien sûr des patients qui n'ont pas de donneur HLA identique et les discussions en cours pour une commercialisation en France, toujours à l'heure actuelle. Alors, il y a eu une suspension temporaire en février 2021 des discussions de commercialisation qui a été liée à la survenue d'un événement indésirable grave dans l'étude de thérapie génique des patients drépanocytaires, la GB 206, pardon. Et donc, cet événement grave a été la survenue d'une leucémie chez une patiente drépanocytaire 5 ans après le traitement de thérapie génique qui avait d'ailleurs été un échec. Il y a eu donc un grand nombre d'études en laboratoire sur ce phénomène qui s'est produit chez cette patiente drépanocytaire et tous les résultats de ces études ont été remis maintenant à l'EMA, donc l'autorité de santé européenne, qui va les examiner pour relancer les discussions de commercialisation. Ce qui est important de dire, c'est que il a donc été surtout regardé si c'était l'insertion du gène bêta-globine normal avait déréglé la cellule, avait activé ce qu'on appelle un oncogène, c'est-à-dire un gène qui est impliqué dans la multiplication des cellules ou dans leur croissance. Et ça n'a pas été retrouvé à l'étude, dans les études de laboratoire faites chez cette patiente qui a développé une leucémie aiguë. Donc, on a, chez les patients thalassémiques, pas observé du tout de phénomène de ce genre. Les patients traités sont plus nombreux que les patients drépanocytaires et puis on a un recul chez les patients thalassémiques traités par thérapie génique qui est beaucoup plus important. Alors, il y a une deuxième technique qui arrive. On a parlé là de l'addition de ce gène avec le vecteur et on a maintenant de nouveaux essais thérapeutiques de thérapie génique qui utilisent une technique cette fois-ci de correction du gène. C'est ce qu'on appelle l'édition de gènes ou le gene editing. Et on a maintenant des premiers résultats chez les patients thalassémiques. Alors, qu'est-ce que c'est que l'édition du génome? Donc, on n'apporte plus le gène entier, on va aller essayer de réparer la séquence mutée ou de modifier une séquence de façon à relancer, par exemple, la synthèse de l'hémoglobine fœtale. Donc, ça n'utilise pas de vecteur et on introduit dans la cellule, alors là, par exemple, dans les cellules souches hématopoïétiques, eh bien, ce qu'on appelle une nucléase, une endonucléase. Cette endonucléase est couplée avec un petit guide qui va aller
localiser la nucléase sur l'endroit qu'elle doit couper. L'endonucléase coupe les 2 brins d'ADN, et alors ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a un peu 2 techniques. Soit on laisse ces 2 brins d'ADN se rabooter, et ils vont mal se rabooter, ils vont soit perdre une petite séquence, soit en rajouter une petite, et donc on va entraîner une inactivation totale de cette séquence cible. Soit on peut aussi arriver avec le morceau d'ADN parfait, intègre, qu'on va remplacer après avoir coupé et enlevé le morceau muté. Voilà, donc il y a ces 2 types de techniques, et donc dans la thalassémie, on est parti sur celle qui permet d'inactiver une séquence particulière. Alors, quand on passe de l'hémoglobine fœtale à l'hémoglobine adulte après la naissance, il y a un facteur qui s'appelle le BCL11A, et c'est celui-là qui va éteindre l'expression de l'hémoglobine fœtale. Et donc l'idée de la thérapie génique par édition de gènes, la première idée, eh bien, c'est d'essayer de repartir sur la fabrication de l'hémoglobine fœtale. Et donc, on va inhiber, on va empêcher l'expression de BCL11A dans les globules rouges, et on va repartir alors sur la production d'hémoglobine fœtale. Donc, c'est ce qui va se passer. On a fait, donc ça a été fait donc chez des premiers patients atteints de bêta-thalassémie, et donc fin décembre 2020, on rapportait déjà 5 patients thalassémiques traités avec cette technique d'inactivation de BCL11A pour refaire fabriquer de l'hémoglobine fœtale. Donc, on s'adressait à des patients thalassémiques dépendant des transfusions. Ça ne change pas le processus général de prendre les cellules souches périphériques et de les modifier en laboratoire. Ça nécessite toujours une chimiothérapie par busulfan avant, et on réinjecte ces cellules modifiées, cette fois-ci donc, par CRISPR-Cas9, qui est une des endonucléases et qui va être la plus utilisée dans l'avenir. Donc, les premiers résultats, alors là, c'était ce qui avait été rapporté au congrès donc américain d'hématologie en 2020, et vous voyez qu'en bleu, vous avez l'hémoglobine fœtale. Et vous voyez que donc chez tous les patients qui ont été traités, eh bien, on a, au bout de quelques mois, l'apparition et l'augmentation de la fabrication d'hémoglobine fœtale, qui vient finalement devenir très prépondérante et qui permet d'arrêter les transfusions. Alors, on a au fur et à mesure des congrès des actualisations. Donc, la dernière fois en mars 2020, au congrès de greffe européen, où là, 7 patients thalassémiques ont été traités et ont été tous sevrés de transfusion. Et à l'heure actuelle, il y a déjà plus de 30 patients thalassémiques et drépanocytaires qui ont été traités avec cette technique d'édition de gènes et de CRISPR-Cas9. En conclusion, en ce qui concerne la thérapie génique par addition de gènes, on a là bien observé un bénéfice, une efficacité sur les symptômes de la maladie, à la fois pour les sujets non bêta-0,0 et pour les patients bêta-0,0, à la fois pour les adultes et pour les enfants, avec une obtention du sevrage transfusionnel dans 85 à 90% des cas, et on a une amélioration des résultats avec les 2 dernières études. On a aussi montré que la chélation avait pu être arrêtée pour certains patients, et il va falloir attendre les résultats à plus long terme pour voir finalement combien de patients pourront arrêter le traitement chélateur. Donc, ces résultats d'efficacité, ils se maintiennent avec un recul de 4 à 5 ans. En ce qui concerne maintenant l'édition de gènes, on a des premiers résultats avec CRISPR-Cas9 qui sont très prometteurs en termes d'efficacité, avec là aussi un traitement qui est très puissant. On a encore assez peu d'informations sur ces risques dits oncogéniques, donc les risques donc de leucémie. On n'a pas encore beaucoup d'informations dans les publications papier ou au cours des congrès. Mais c'est vrai que c'est une technique qui
va ouvrir de multiples perspectives parce que là, on a vu qu'on s'est focalisé sur la fabrication, enfin le réveil de l'hémoglobine fœtale, mais on peut imaginer par la suite réparer une mutation thalassémique très répandue, et donc il y a des perspectives multiples. Le troisième point de conclusion, c'est que finalement la commercialisation, elle est beaucoup plus longue et difficile que prévu, puisqu'on a vu qu'on avait eu cette AMM européenne conditionnelle en 2019 et que à l'heure actuelle, finalement, le produit n'est pas commercialisé, ou que ce soit, là je parle du Zynteglo. Bon, il y a eu un certain nombre de facteurs qui ont conduit à ce retard. Bon, d'abord, il y a la pandémie Covid-19 qui a fait que ça a été difficile quand même pour les autorités de santé de se focaliser sur les thérapeutiques innovantes, les thérapies géniques, et il y a eu vraiment en fait une priorité faite à la lutte contre la pandémie. Il y a aussi un deuxième obstacle qui est le coût et la réglementation générale des thérapies géniques et des traitements innovants. La thérapie génique, elle arrive dans plusieurs maladies. C'est un traitement qui est extrêmement coûteux et les systèmes de santé doivent s'organiser pour répondre à tous les patients et de manière homogène. Et à l'heure actuelle, il y a une réflexion, par exemple en France, sur le développement des thérapies géniques en général et leur commercialisation en général. Enfin, l'épisode de leucémie survenu chez le patient drépanocytaire a conduit, comme c'est bien normal, à une suspension de la commercialisation et des essais cliniques, le temps que le bénéfice-risque soit réévalué avec l'ensemble des études complémentaires qui ont été effectuées par le laboratoire. Et donc là, tout a été resoumis à l'Agence européenne du médicament et il y aura donc la réponse probablement fin juin 2021. Et les réponses aux questions ont été apportées dans le rapport remis à l'EMA. Voilà, je crois que j'ai terminé. Donc,